J'ai cherché les situations les plus folles. J'ai disputé les championnats du monde de bobsleigh en remplaçant de l'équipe de France. Un bruit dans la serrure et mon père entre et il dit « je vais me mettre une balle dans la tête ». Ah oui, oui. Et c'est un rêve de tout gamin. Je m'étais juré de gagner les 24 heures du Mans. Je devais avoir 7 ans. Ça me fascinait, ces gars qui étaient en train de risquer leur vie avec des engins qui semblaient totalement indomptables. Et dans ma tête, je me disais, il n'y a qu'un seul but dans l'existence, c'est d'être dans leur situation. Un jour, derrière un volant. Je me suis juré, parce que dans mon petit crâne de piaf, on ne pouvait pas rouler à 300 à l'heure si l'on n'avait pas une vie d'ascète. Jamais boire, jamais fumer, pour pouvoir un jour gagner les 24 heures du Mans. J'ai fait d'abord en 1979 pour TF1 et j'ai recouru en 86. On a fait une opération spéciale sur la 5. Pendant 24 heures, tout était sur notre course. C'était invraisemblable. Et là, on a terminé 13e avec Jean-Philippe Grand et Jacques Goudechaud, avec une voiture qui ne roulait pas assez vite, puisque dans la ligne droite, on ne prenait que 360. On a quand même terminé 13e. Pas mal, non? Ah bah j'en ai fait des choses. Parce que j'ai inventé sur TF1 le commentaire dans l'action. Ça n'avait jamais existé. Alors que j'étais à RTL et j'avais fait 3 Tours de France et Robert Chapat apparemment m'avait repéré, m'a dit tu viens avec nous. Je suis allé sur la 2 et là la 1 m'a appelé pour faire une émission consacrée aux enfants le mercredi après-midi. Je me suis dit c'est pas possible, il y a des mômes qui sont le mercredi après-midi à Vachy dans un canapé en train de regarder la télé. Bon, on va les faire sortir de là. Je choisis des sports de risque, je me mets en situation et je raconte ce qui se passe dans ma tête en espérant que ça sera suffisamment intense pour que les gamins se disent c'est vrai qu'on ne va pas rester là à bouffer du chocolat et à boire du coca, nous aussi on va vivre grand. Et là j'ai cherché les situations les plus folles. J'ai disputé les championnats du monde de bobsleigh en remplaçant de l'équipe de France. J'ai fait singe. C'est dans un sidecar, c'est celui qui se déhanche. J'ai sauté en parachute, j'ai sauté en deltaplane. Je me suis offert les plus grands frissons en essayant d'être le plus sincère possible pour dire voilà, vous qui souvent renoncez, la vie peut vous offrir des instants d'une densité invraisemblable. Ah, on a faim parfois dans ce métier. La première 5 a fermé et comme les camarades, on n'avait plus rien. Et je rencontre le directeur de l'information TF1 qui me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis j'ai plus rien. Il me dit comment ça? On te voit partout. Il me dit voilà, je te fais une proposition, tu me dis oui parce que sinon tu me diras non. Je dis oui, alors d'accord. Il me dit voilà, je te propose de faire la météo. Et c'est comme ça que je me suis trouvé à faire la météo pendant 3 mois sur TF1 où j'ai essayé d'avoir des chroniques un peu poétiques qui n'étaient peut-être pas toujours très claires pour celui qui voulait savoir le temps exact, s'il devait sortir le parapluie ou pas. Oui, j'ai fait 3 Tours de France pour RTL. J'ai été responsable du Tour de France pour TF1 en 1978. J'avais pour coéquipier Léon Zitrone, Raymond Poulidor et Bernard Giraud. Avouez que c'était une sacrée affiche, non? Et Léon était à côté de moi, Bernard était sur la moto et on s'est offert ce plaisir de faire vivre ce Tour de France qui révèle Bernard Hinault, puisque c'est le premier tour remporté par Bernard. Et puis après, j'ai fait un dernier Tour de France en 1980 pour Radio Monte-Carlo, RMC. J'avais sympathisé avec celui qui était considéré comme le boxeur capable de succéder à Jean-Claude Bouthier et que l'on voyait, pourquoi pas, champion du monde des poids moyens en boxe. Et ce garçon s'appelait Jean Matteo. Et j'étais donc jeune journaliste à RTL, je couvrais la boxe. Et là, c'est votre ami, j'étais devenu vraiment très très proche de lui. Et il allait rencontrer un garçon qui s'appelait Gracien Tonat, qui était une brute. C'est-à-dire que Gracien Tonat, c'était le Mike Tyson des poids moyens. Et je suis en train de commenter et Tonat cueille d'un uppercut mon ami Jean Matteo qui s'écroule sur le ring. Et là, je me suis effondré avec lui. C'est la seule fois de ma vie que j'ai été incapable de continuer de m'exprimer devant un micro. Statifié par le drame que j'étais en train de vivre, submergé par l'émotion.
Le matin, déjà, je me lève à 7 heures, à mon grand âge, il me faut 8 heures de sommeil. Et là, 1 heure de gym. Après l'heure de gym, le petit bain froid pour savoir qu'on est debout, parce que sinon, à la gym, ça ne vous aide pas tout à fait. Et là, vous vous sentez tonique. Un petit déjeuner, une tisane, des fruits, deux tranches de pain bio avec des petits trucs dedans. Et après, soit il y a une période d'écriture, donc là, je me mets à l'écriture. C'est pour ça que longtemps, je me suis levé très très tôt, parce que j'aime cette ambiance du petit matin. Cet instant où vous avez l'impression d'échapper au monde. Et comme si cet assoupissement des uns et des autres rendait les muses disponibles. Et grâce à elles, vous faites chanter la plume. Ce qui est important, c'est ça. C'est comment trouver dans les mots une nouvelle forme d'expression. Ça chante, et en osant des contrastes. C'est-à-dire la phrase qui a un côté presque éthéré, et ça me fascine. Donc ça peut être 3-4 heures. Bon, après, il y a le travail pour l'émission. J'ai repéré, si c'est une chronique d'histoire, ce que je vais traiter, la petite anecdote, je prends des notes, je déjeune vite fait, je filoche, et puis je relis mes notes. Je relis mes notes, on se retrouve avec Christine, on plaisante un peu, et puis après, c'est le défi à l'antenne, sans rien, juste 3 petits points pour ne pas oublier, en particulier les noms propres, parce que vous avez des personnages secondaires qui peuvent vous échapper. C'est pas facile, hein. C'est comme les mots, vous savez, ils sont malins les mots. Ils font comme ça les bons copains, et puis quand vous leur demandez de se présenter, toc! Eh non, je suis pas là. J'aime ce défi dans lequel ils vous mettent, puisque vous dites, je tiens à avoir une expression fleurie, mais j'ai la folie de venir sans notes. C'est assez unique parce qu'on est dans un métier où souvent il y a des rivalités, où les gens semblent beaucoup s'apprécier, mais quand il s'agit de l'antenne, c'est moi, le complot, c'est moi. D'un autre côté, venant d'un milieu tellement modeste, je ne me suis jamais laissé vraiment prendre au jeu. Parce que quand vous revenez dans votre famille, on ne vous dit pas « dis donc toi ». Non, vous êtes avec des gens qui ont un quotidien pas si facile que ça. Alors jouez les bravaches, parce que vous passez dans le petit écran, ça vous amoindrit quand même, ça vous permet de garder les pieds sur terre. Et Christine, elle est comme ça aussi. C'est aussi une jeune femme qui était à la Guadeloupe. Il y a quelques individus qui sont dans cette immondice morale du rejet de l'autre au nom des couleurs. Et puis, c'est une femme. Les femmes, on pensait que, dans la mentalité de ces époques, c'était pas tout à fait leur place. Et il a fallu qu'elle s'infiltre, qu'elle s'impose, et c'est là, bon, elle a quelque chose d'incroyable, Christine. Avant qu'elle ait parlé, elle rayonne. C'est ce que l'on appelle le charisme. Oui, je peux vous parler de ma maman faisait des ménages pour qu'on suive des études quand j'avais 5 ans, 6 ans. J'ai vu un jour mon père, qui était un homme qui était très sportif, qui était un exemple pour nous, de par les histoires qu'il racontait, de par son quotidien d'ouvrier, où il était syndicaliste, virulent, tout en préparant des études. Il ne voulait pas rester dans la chiourme toute son existence. Un jour, il serait professeur de gymnastique. Une utopie, mais n'empêche qu'il l'espérait bien. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'au fur et à mesure, sa vue s'affaiblissait. Alors il a rencontré les plus grands spécialistes jusqu'à l'hôpital Rothschild. Et ce jour-là, il ne rentrait pas. J'ai un frère et une sœur, un frère plus grand que moi d'1 an, ma sœur 2 ans. Et on était dans ce petit appartement. Et soudain, ma mère s'inquiétait, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Un bruit dans la serrure et mon père entre en état d'ébriété. Et il dit « je vais me mettre une balle dans la tête ». Je me souviens comment on était là, comme on dit cette expression, dans les jupes de ma mère. Et elle dit « mais ça va pas ». Il dit « voilà, je ne serai pas une charge pour vous. On m'a dit que j'allais être aveugle dans les mois qui viennent. Je vais me mettre une balle dans la tête ». Et la chance, c'est que mon père a rencontré un homme qui connaissait un chiropracteur. Et cet homme l'a sauvé de la cécité. Il a fini par passer ses diplômes de professeur. Et là, j'ai connu une sorte de révolution sociale, puisqu'on était du monde de la pauvreté, pas de la misère, mais de la pauvreté. Et mon père, qui était trop vieux pour entrer comme professeur dans l'éducation nationale, ne pouvait avoir un poste
que dans une école privée, et ça a été l'école des Roches, qui est l'une des écoles les plus emblématiques de notre système scolaire. Ça coûte très très cher, ce sont des milliardaires du monde entier qui mettent leurs enfants. Et je suis passé de ce monde du chiche au monde de l'opulence extrême. Voilà, ça fait partie de ces bouleversements qui marquent.